Est-ce que vous saviez que même si votre montre est étanche à 30 mètres, vous ne pourrez pas vous baigner dans une piscine d'1,50 m de profondeur? C'est quelque chose qui revient souvent l'été et on reçoit d'ailleurs beaucoup de montres à réparer à l'atelier du Calibre à cette période-là, justement pour cette raison. Et en même temps, on ne peut pas vous en vouloir quand on voit que les marques elles-mêmes disent annoncer une étanchéité jusqu'à 30 mètres. Et des abus de langage comme celui-ci où les marques ne sont pas 100% transparentes avec nous, il en existe plein. Et aujourd'hui, je vais vous donner, selon moi, les 5 qui reviennent le plus. Mais avant de plonger dans le sujet, permettez-moi de vous présenter notre partenaire, Ren. Alors, ce n'est ni une banque, ni une néobanque, ni même un exchange. C'est simplement en fait une application qui permet de simplifier au maximum la gestion non pas de ses dépenses mais plutôt de son épargne. Et c'est là en fait que fait toute la différence. Pour cela, il s'appuie sur l'utilisation de la blockchain et de l'IA et il y a 3 produits principaux. Le coffre Flex, une solution d'épargne qui offre jusqu'à 6,5% d'intérêt annuel et en plus, vos intérêts sont versés chaque jour. Le coffre Blockchain qui vous propose des rendements grâce à l'allocation basée sur le cloud mining qui est une allocation de puissance de calcul sur du minage de Bitcoin. Et enfin, le coffre à terme qui permet via le minage de Bitcoin mais aussi à la DeFi un rendement jusqu'à 10%. L'ouverture d'un compte en 5 minutes est gratuite et vous permettra de bénéficier d'un IBAN dédié et vous pourrez faire des paiements que ce soit en euros ou en crypto-monnaie. D'ailleurs, ils ont aussi leur propre jeton AKTIO et si vous en stockez 1000 pendant 12 mois, alors vous augmenterez vos avantages tout en diminuant vos frais de transaction. Au moment où je tourne cette vidéo, le jeton est à 25 centimes. Vous aurez donc à stocker 250 €, ce qui est franchement intéressant. En passant par notre lien en description, vous pourrez recevoir jusqu'à 200 € pour l'ouverture de votre compte. Alors profitez-en, c'est le moment. L'étanchéité. Comme on le disait en intro, c'est probablement le sujet qui fait le plus grincer des dents. Et même si les amateurs de montres sont maintenant tous bien au courant, eh bien chaque année, ce sont probablement des milliers de montres qui sont ruinées à cause de cela. En réalité, quelle que soit l'unité qui vous est donnée, ATM pour atmosphère, mètre, pied, bar, etc. Eh bien, grosso modo, il faut savoir que un ATM égale 1 bar égale 10 mètres égale 33 pieds. C'est une mesure de la pression de l'eau et il faut aussi prendre en compte la force qu'elle va exercer sur votre montre. Par exemple, si vous rentrez dans votre piscine tout doucement avec les petites marches pour pas avoir trop froid, marche après marche, comme le ferait d'ailleurs votre belle-mère, eh bien forcément, votre montre ne sera pas soumise à la même pression que si vous arrivez directement, hop, vous plongez et vous faites la bombe. Bien sûr, quand je parle de faire la bombe, je ne parle plus de la belle-mère, hein. Ça me fait penser à une petite anecdote où une fois j'étais sur un bateau avec un ami juste avant de plonger et là on commence en fait à quitter le bateau et je vois qu'il a toujours sa montre au poignet et je lui dis je pense que tu devrais peut-être enlever ta montre parce qu'il me semble que ce modèle-là, il n'est étanche qu'à 100 mètres. Et là, mon pote, il éclate de rire. Il me dit, non mais Théo, t'inquiète pas. Moi, en apnée, mon record, c'est 40 mètres. Donc, il y a de la marge, hein, on peut y aller. Donc, bref, je vais expliquer un petit peu ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Et ce jour-là, je pense que j'ai bien fait parce que je lui ai probablement sauvé Saoris 65. Et c'est pas sûr que j'aurais fait pareil si c'était une Daniel Wellington. Bon, ça va, non, mais je rigole. De toute façon, tout le monde sait bien que si vous portez une Daniel Wellington, faut l'enlever à chaque fois que vous faites la moindre chose au risque de la casser, donc ça va. Mais en gros, pour vous y retrouver, water resistant, on fait attention, même quand on se lave les mains ou qu'il pleut, si c'est une vintage que vous aimez particulièrement. 30 et 50 mètres, c'est mieux, on peut se laver les mains, mais il faut toujours faire quand même relativement attention. 100 mètres, tu commences à être pas mal et tu peux même te faire quelques petites brasses dans la piscine. 200 mètres, tu peux commencer à plonger en apnée ou en bouteille. Et au-dessus de 200 mètres, tu es normalement déjà bien renseigné. C'est un coup, tu es même déjà allé dans la fosse des Mariannes avec James Cameron et sa Deep Sea. Petit coquin. C'est à bord de ce submersible que le cinéaste canadien a pu descendre jusqu'à 10 898 mètres de profondeur. D'ailleurs, petit abus de langage au sein même de cet abus de langage. On dit souvent que 3 atmosphères égale 30 mètres, 5 atmosphères 50 mètres, 10 atmosphères 100 mètres.
etc. Eh bien ça non plus, ce n'est pas totalement vrai, car il faut en réalité enlever une barre à chaque fois qui va correspondre à la pression atmosphérique. Donc 20 bars ou 20 atmosphères correspond en réalité plus à 190 mètres sous l'eau. Mais bon, passons à la suite. Le verre saphir est indestructible. Eh ben non, le verre saphir n'est pas indestructible. Il est très résistant, certes, mais il peut également se briser en cas de très gros choc. En revanche, inrayable, ça, oui c'est vrai. Pour vous donner une idée, il est 10 fois plus dur que le verre minéral et 4 fois plus que le verre acrylique. Et quand il se brise, il éclate généralement en 1000 morceaux. Mais ne perdons pas plus de temps là-dessus, on avait fait une vidéo comparative complète de tous les types de verres, je vous mets l'affiche en haut à droite. Passons maintenant au troisième abus de langage. Mais avant, si vous aimez cette vidéo et souhaitez nous aider, sachez que vous pouvez le faire juste en un clic en mettant un petit like sous cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour toujours plus de contenu sur les montres. Ça fait vraiment un petit bout de temps que je ne vous l'ai pas demandé, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Vous savez que pour nous, ça fait une différence énorme, donc merci encore. Quoi qu'il en soit, passons maintenant au troisième point. Ta montre mécanique possède des rubis. Et oui, vous avez peut-être probablement déjà entendu que votre montre mécanique possédait des rubis, et même peut-être que plus elle en avait, plus elle coûtait cher, ou alors plus elle était compliquée. Les rubis en horlogerie sont utilisés pour limiter les zones de friction et donc l'usure des pièces. Cette pierre est choisie car c'est la seconde pierre la plus dure après le diamant, et à l'époque, les montres étaient composées de vrais rubis. Donc forcément, plus les matériaux coûtent cher et plus ça se ressent sur les prix de vente, et plus la montre était compliquée et plus il y avait de zones de friction et donc de rubis. Vous pouvez d'ailleurs voir beaucoup de cadrans de montres avec un nombre de rubis directement écrit sur le cadran, souvent 17 ou 21. Cependant, aujourd'hui, les montres mécaniques sont plutôt équipées de rubis synthétiques et bon marché. C'est d'ailleurs pour ça que l'on retrouve de moins en moins ce genre d'inscription sur les cadrans. Donc oui, ta montre mécanique, même moderne, possède des rubis, c'est vrai. En revanche, ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des vendeurs utiliser cet argument en boutique pour justifier un prix de vente, ce qui laisse selon moi fortement planer le doute sur le fait que ces rubis pourraient être naturels. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent ce que signifie le mot Jewels que l'on voit également sur certains cadrans, eh ben oui, bingo, vous avez votre réponse. Une montre chronomètre sert à mesurer un intervalle de temps. Bon, pour celui-ci, je dois bien avouer que ce n'est pas forcément un abus de langage qui est utilisé par les marques, mais plutôt par les clients. En effet, on a tous très bien en tête ce bon vieux chronomètre que ton prof de PS utilisait, ou que tu utilises peut-être encore aujourd'hui pour tes sessions de sport. À chaque séance, vous partirez avec un chronomètre. Partant de ce principe, un chronomètre, c'est cet outil qui permet de mesurer un intervalle de temps avec un lancement, un stop et une remise à zéro. Oui, mais vous le savez, en horlogerie, la complication n'est jamais loin et il faut donc que ce soit différent. Pour les montres, un chronomètre, c'est en réalité une certification d'une certaine précision de la montre et cette certification doit se faire par un organisme indépendant qui teste la montre. Le plus connu d'entre eux est la certification du COSC, certification officielle suisse des chronomètres, mais il en existe plusieurs comme le Superlative Chronometer de Rolex, le Metas, la Viper et j'en passe. Pour vous donner une idée, pour le COSC par exemple, il faut que la précision de la montre se situe entre -4 et +6 secondes par jour. Sur une montre, on va donc appeler cet outil qui permet de calculer les intervalles de temps un chronographe qui vient du grec avec chrono, le temps, et grapho, écrire. Le Swissmade. Et pour le dernier point, je vais vous parler de l'abus de langage qui est probablement le plus terrifiant. C'est bien sûr, je veux parler du Swissmade. Mais ne partez pas tout de suite car après je vais vous donner également quelques petits bonus très rapides. Beaucoup de personnes pensent qu'une montre Swissmade signifie qu'elle est 100% fabriquée en Suisse, mais ce n'est ici pas non plus le cas. Le truc en fait, c'est que comme les montres suisses ont une excellente réputation à travers le monde entier quand il s'agit d'horlogerie, et ben forcément, les différents acteurs vont vouloir venir en profiter. Avoir cette mention Swissmade sur son cadran donne tout de suite un côté beaucoup plus luxueux, beaucoup plus qualitatif à votre produit. Et en réalité, pour qu'une montre soit définie comme étant Swissmade, il n'en faut en final pas tant que ça. Il faut uniquement que
le mouvement soit suisse, on y revient juste après, le mouvement soit emboîté en Suisse, le contrôle final du fabricant soit fait en Suisse, et 60% au minimum du coût de revient soit généré en Suisse. Et donc maintenant, pour que le mouvement soit considéré comme étant suisse, il faut qu'il ait été assemblé en Suisse, qu'il a été contrôlé par le fabricant en Suisse, qu'il ait 60% au minimum de son coût de revient qui soit généré en Suisse, et qu'il y ait au minimum 50% de la valeur des pièces d'origine suisse, hors coût d'assemblage. Bon, on sait tous très bien que de toute manière, les montres Swiss Made ne seraient que très rares si absolument tout devait être fabriqué en Suisse, donc forcément, il faut bien mettre des conditions. Mais vous conviendrez que ces conditions laissent pourtant une bonne marge d'interprétation. Surtout pour les 60% de coût de revient, car cela peut aussi comprendre des charges indirectes, comme les salaires, le marketing ou encore les notes de frais. C'est pour cela que l'on se retrouve parfois avec une différence qui est énorme entre les attentes du client et ce qui est vraiment fabriqué en Suisse. Et encore, je ne vous parle même pas de certaines marques qui ont zéro scrupule et qui ont rien à faire, entre guillemets, de ces conditions pour pouvoir apposer la mention Swiss Made sur leur cadran. Pour finir, je vous ai préparé quelques autres abus de langage qui sont aujourd'hui tombés dans le langage courant, mais qui sont théoriquement faux. Bon, je ne vais pas vous refaire l'affront de parler des termes bicompax, tricompax et reverse panda dont j'avais déjà parlé sur la vidéo du guide du chronographe. Et pour la différence entre calibre et mouvement, c'est la vidéo de Mathilde qu'il va falloir aller voir. Dans les autres abus que je retrouve très régulièrement, il y a par exemple le terme GMT qui revient quasi systématiquement du moment qu'une montre peut proposer la lecture d'un second fuseau horaire. On rappelle quand même qu'une montre GMT se doit de posséder une aiguille GMT et ce, sur 24 heures. On peut certes cependant comprendre les marques qui disent GMT plutôt que Dual Time parce que c'est en fait ce que vont chercher les clients qui recherchent un second fuseau horaire. Mais sachez qu'ici aussi, c'est un abus de langage et qu'un Dual Time, comme par exemple cette belle beau bleu Vitruve, n'est pas réellement un GMT au sens propre du terme. Mais bon, pour cette beau bleue, on lui pardonne parce que franchement, elle est tellement belle. Et d'ailleurs, il nous en reste quelques-unes sur notre e-shop Winder, donc profitez-en parce que c'est une édition limitée de 888 pièces et il y en a bientôt plus. Allez, un autre que j'ai en tête et que je vois également littéralement de partout, c'est chemin de fer. Tout le monde l'utilise pour parler de la graduation des minutes et ce, quel que soit le type de graduation en réalité. Or, la minuterie chemin de fer nécessite qu'il y ait une graduation par minute et que cette graduation vienne toucher les deux cercles parallèles qui viennent encercler cette graduation. Ça ressemble en fait exactement à un chemin de fer. Je vous mets d'ailleurs une photo. Et des abus de langage comme ça, il y en a encore, mais plein d'autres. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Rennes de l'avoir sponsorisé. Leur lien est en description. Donc n'hésitez plus pour recevoir jusqu'à 200 € pour l'ouverture de votre compte. Et quant à moi, je vous dis à ciao les calibrés.